Le lendemain d'une conférence à la Carmagnole non captée, je me sors du lit à 6 heures pour interviewer Corinne Morel-Darleux, à temps avant le départ de son train pour le Vercors à 8h50. Elle résume pour vous, et pour tous ceux qui l'ont manqué, son discours de la veille sur les Kurdes de Rojava. Donc, je suis Corinne Morel-Darleux, je suis conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je me suis donc rendue au Rojava, en Syrie du Nord, au printemps dernier, en avril 2018. Moi, je m'intéressais déjà à la question kurde. Je me suis déplacée en fait en Turquie à plusieurs reprises pour des missions internationales d'observation de procès. Et donc, petit à petit, à m'intéresser à ce qui se passait en Syrie du Nord, dans ce territoire qu'on appelle le Rojava, où au-delà des images de guerre qu'on a pu voir, notamment des combattants et des combattantes contre Daesh, s'élabore aussi un projet politique, une révolution sur des bases à la fois laïques, démocratiques, écologistes et sociales. Et donc j'avais très envie évidemment d'aller voir sur place et de me rendre compte par moi-même de ce qui se passait réellement là-bas. C'est quand même assez risqué. Alors effectivement, j'ai fait plusieurs tentatives avant de réussir à y aller. En l'occurrence, je suis passée par le Kurdistan irakien pour pouvoir rentrer en Syrie et me rendre sur place au Rojava. Je l'ai fait à l'invitation de ce qu'on appelle le Kongrastar, qui est le mouvement des femmes kurdes, qui est un mouvement très puissant puisque la place des femmes dans la société est un des éléments de base constitutifs justement de ce projet politique du Rojava, où j'ai été prise en charge et accompagnée par ce mouvement des femmes. J'y suis restée une dizaine de jours pendant lesquels en fait je me suis déplacée, j'ai fait des rencontres, des visites tout le long finalement de la frontière avec la Turquie, tout le long de ce mur qui a été construit sur des centaines de kilomètres par la Turquie et qui est équipé de miradors, de postes de surveillance. C'est le mur dont on a très peu entendu parler. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler du mur que veut construire Donald Trump. On a en revanche très peu entendu parler, curieusement, du mur qui a été construit par M. Erdogan en Turquie. Turquie qui pourtant est financée par l'Union européenne justement pour accueillir en théorie les réfugiés syriens. Mais voilà, il y a ce paradoxe du mur qui empêche les réfugiés syriens d'aller en Turquie. Et surtout aujourd'hui, cette menace d'offensive turque justement sur la Syrie du Nord, sur ce territoire du Rojava, puisque le président Erdogan voue une haine sans borne à la population kurde depuis des décennies et a déjà commencé à attaquer le territoire du Rojava en occupant la ville d'Afrin depuis le début de l'année 2018 et menace aujourd'hui de poursuivre cette offensive justement sur ce territoire qui est précisément l'endroit où je me suis rendue, c'est-à-dire de la frontière avec le Kurdistan irakien, en gros jusqu'à Kobané, qui est une des victoires les plus célèbres contre Daesh, avec finalement la libération de Kobané qui a donné lieu à toutes les images et toutes les félicitations de l'ensemble des puissances alliées qui aujourd'hui semblent tourner le dos justement à cette coalition arabo-kurde qui a pourtant vaincu les djihadistes. Est-ce une zone de conflit perpétuel en ce moment quand vous y étiez ? Alors moi j'étais pas dans une zone sujette à des bombardements ou des choses comme ça. Malgré tout ça reste une zone de guerre, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des tirs par exemple de l'armée turque justement de ce mur sur des populations civiles qui s'approcheraient un petit peu trop près de la frontière. Quand on va plus à l'ouest de Kobané, on rentre là à nouveau aussi en zone de guerre justement avec l'occupation d'Afrin et le canton de Sheba qui accueille des camps de réfugiés justement de ces familles d'Afrin et qui est sous contrôle et sous surveillance de l'armée et des services secrets turcs et d'un certain nombre aussi de cellules islamistes dont certaines sont issues justement des rangs de Daesh et qui aujourd'hui fonctionnent un peu main dans la main justement avec la Turquie. Qu'est-ce qui, au départ, vous a motivé de rentrer dans cette lutte spécifique qui est quand même assez lointaine de la France? Au départ, c'est des liens internationalistes de camaraderie et de fraternité entre mon parti, le parti de gauche, et des partis kurdes, notamment le HDP en Turquie, qui fait qu'on a des relations et des liens depuis la création du parti de gauche, en fait. Et donc, on a reçu notamment une invitation la première fois pour aller fêter le jour du printemps kurde qui s'appelle
festival Nevroz à Diyarbakir, donc dans la partie kurde de la Turquie. C'était une invitation à la fois à partager cette fête culturelle qui est très importante pour les populations là-bas. Quand on commence en fait à s'intéresser justement à l'histoire du peuple kurde, à sa culture, dans les 4 pays où ils sont, donc l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie, on ne peut pas abandonner les choses là et on a envie d'en savoir plus et de contribuer, de les soutenir et de diffuser ce qu'ils font justement. Et c'est ce qui nous amène ici à 8 h du matin. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui vous a amené à Montpellier? Les menaces qui pèsent sur le Rojava, puisqu'il y a eu l'annonce de Donald Trump de retrait des troupes syriennes qui faisaient suite à des menaces proférées par Erdogan d'invasion de la Syrie du Nord. La Carmagnole m'a contactée parce que l'équipe souhaitait organiser justement une soirée de soutien et d'information sur cette alerte Rojava. Et comment ça s'est passé à la Carmagnole alors ça s'est remarquablement bien passé. D'abord, je suis très contente d'avoir découvert ce lieu à Montpellier, de savoir qu'il existe et surtout d'avoir pu constater à quel point en quelques mois c'est devenu vraiment un lieu de rassemblement, de discussion, d'échange, de plein de mouvements progressistes, de gauche, écologistes, contestataires sur Montpellier. La salle était pleine. J'ai trouvé d'ailleurs le public particulièrement attentif, sérieux. On sentait beaucoup de curiosité intellectuelle et d'empathie humaine aussi pour justement la cause kurde. Les camarades kurdes du CDK étaient présents aussi, ce qui est évidemment toujours mieux quand on parle d'un sujet comme celui-là, d'être avec les principaux intéressés. Et j'ai trouvé surtout le débat de très bonne tenue. Les questions étaient vraiment d'une grande exigence intellectuelle et j'ai trouvé ça assez passionnant, je dois dire, pour moi aussi. Entre autres, la question vous a été posée, les auditeurs, les Français, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien sûr, c'est évidemment une question qui revient souvent parce qu'une fois justement qu'on est au courant de ce qui se passe là-bas, on a envie de soutenir et d'agir. Alors c'est un peu compliqué parce que justement c'est une zone qui n'est pas accessible, donc on ne peut pas organiser des convois par exemple comme ça se fait avec la Grèce ou avec d'autres lieux en résistance. Par contre, il y a des projets qu'on peut soutenir. D'abord, il y a le Croissant Rouge kurde, qui est la seule organisation humanitaire aujourd'hui qui peut vraiment agir au Rojava et qu'on peut soutenir via leur site internet. Il y a des projets comme un projet de mise en place d'agroforesterie et de reboisement du Rojava qui s'appelle Make Rojava Green Again, qu'on peut aussi soutenir via internet. Il y a des campagnes qui sont régulièrement lancées de soutien via les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'on aimerait faire plus. Pour l'instant, on en est un peu là. On essaye de lancer un réseau d'élus en soutien au peuple kurde et puis peut-être commencer à bâtir des comités Rojava décentralisés qui puissent avoir des actions de sensibilisation localement. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Et puis après, la première des choses, c'est surtout de contribuer à faire connaître justement ce qui se passe au Rojava, ce projet politique qui est absolument unique dans cette zone. Il n'y a pas que les Kurdes, il y a des Arabes, il y a des Turkmènes, il y a des Syriaques, il y a plein de nationalités, d'ethnies, de cultures et de religions qui arrivent à cohabiter. Et c'est un fait déjà suffisamment unique dans cette zone du Proche et du Moyen-Orient qui a tellement souffert et qui est aujourd'hui si divisée. Rien que ça devrait motiver tout le monde à le faire savoir, à soutenir et à répondre présent quand il y a besoin de solidarité internationale. À côté de ça, n'y a-t-il pas aujourd'hui un groupe d'action que les gens peuvent rejoindre avec vous pour vous soutenir? Alors, il n'y a pas vraiment de groupe d'action organisé en tant que tel. Après, il y a des sites qui relayent régulièrement des informations, des analyses. Moi, j'essaye de faire ma part sur mon blog ou sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi un site de journalistes qui s'appelle Rojinfo. Il y a également les comptes du Comité démocratique kurde en France qui sont des sites sur lesquels on peut aller régulièrement s'informer, relayer, qui permettent aussi parfois de contrer un certain nombre de désinformations qui circulent parce que la bataille idéologique et culturelle, elle se fait aussi par le biais de la communication sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc c'est important aussi de pouvoir compter sur ces sites pour avoir des informations fiables, sérieuses et argumentées. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance.
rentre chez moi dans le Vercors. Merci à vous pour l'invitation. On se reverra peut-être. Oui, avec plaisir. Et Lorenzo oui. et Saour, S-A-O-U-R, S comme Suzanne. Cyril, C-Y-R-I-L-L, Torres, Théo 2 R-E-S. Cyril, c'est 2 L. Je mets 2 L maintenant.